Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes Agoraji. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans ce best-of de 2012. Agoraji en 2012 vous a présenté 24 numéros et aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire revivre les temps forts de ces numéros. Nous partons directement avec notre enquête, rubrique enquête, et nous vous proposons là les 3 rubriques qui ont marqué l'année 2012. Suivons. Avec 44% de la population âgée de moins de 15 ans en 2006, l'Afrique subsaharienne est incontestablement la plus jeune région du monde. Un chiffre révélateur et porteur d'espoir, mais qui exprime plutôt de nos jours crainte et désarroi. Le chômage dans lequel végète la jeunesse africaine demeure palpable. Les universités et instituts de formation en produisent des milliers chaque année, mais ceux-ci sont difficilement absorbables sur le marché de l'emploi. La population jeune en Afrique, qui doit pourtant être le moteur de la prospérité économique des années à venir, a encore du mal à imprimer sa vision et ses choix sur la scène politique. Normal, quand on sait qu'aucun cadre de concertation et de promotion idéologique digne de ce nom n'est aujourd'hui actif. Force est de constater que cette jeunesse africaine, fer de lance du vieux continent, évolue encore en ordre dispersé. Ce mutisme et cette absence remarquée sur la scène politique a fort malheureusement des conséquences néfastes sur l'environnement économique. Les grandes décisions impliquant l'avenir de nos États sont le plus souvent prises en l'absence de cette jeunesse qui détient l'énergie, la créativité et le dynamisme nécessaires pour transformer le continent. Et quand cette jeunesse est sans emploi, absente des grands débats, écartée lors des prises de décision, hélas, elle se retrouve dans la délinquance, la prostitution, le banditisme, le trafic de drogue, car peut-être là, elle trouve refuge et consolation. Mais à quel prix et pour combien de temps? 50 ans après les indépendances, les jeunes Africains continuent à végéter dans le désespoir. Et comme l'affirme l'écrivain congolais Théophile Obenga, on disparaît quand on n'arrive pas à relever les défis. Et si l'on veut garantir notre existence et assurer notre suivi, il importe pour cette jeunesse africaine de relever ces défis au quotidien. La violence chez les jeunes est une des formes de brutalité les plus visibles dans nos sociétés. Dans le monde entier, les médias évoquent tous les jours des actes d'agression des gangs, de la violence dans les écoles, dans les universités ou celles perpétrées par des jeunes dans leur rue. Cependant, en Afrique, en plus de ces actes de véhémence, les jeunes sont victimes et souvent coupables des violences qui trouvent leur origine dans les manifestations politiques qu'ils qualifient de révolution ou de changement. Le printemps arabe dans certains pays d'Afrique du Nord, notamment la Libye et la Syrie, où le mouvement de population, loin de prendre la tournure de ceux en Tunisie et en Égypte, ont conduit ces pays dans une sorte d'impasse. Les enfants et les adolescents y ont été et restent victimes de violents conflits qui opposent les autorités à des mouvements pro-démocratiques. En Afrique subsaharienne, les marches pour le changement, les revendications, les dénonciations sont aussitôt suivies de répression. Malheureusement, c'est la jeunesse africaine qui se trouve toujours au cœur de ces manifestations. En Côte d'Ivoire, les crises sociopolitiques et post-électorales ont fait de nombreuses victimes en milieu jeune. Plus de 1000 d'entre eux y ont trouvé la mort. Quant aux jeunes Sénégalais, eux aussi ont connu leur terreur il y a quelques mois parce qu'ils ont demandé le changement à travers des mouvements politiques. Ces pays africains mentionnés ne sont pas les seuls. En ce qui concerne les violences perpétrées lors des manifestations politiques, il y en a plus d'une dizaine. Le continent noir qui va déjà très mal, depuis des décennies pour des raisons de santé, d'économie, de ressources alimentaires n'a vraiment pas besoin de ces violences-là, surtout sa jeunesse. Anthony Sescamania a été diagnostiqué séropositif il y a 5 ans, mais il a du mal à trouver les médicaments.
Ils sont pourtant gratuits en Ouganda, mais les autorités n'en ont pas assez face à la progression de l'épidémie. Quand j'ai été testé séropositif, on m'a conseillé de prendre des médicaments rétroviraux régulièrement. Mais souvent je n'en ai plus. J'ai essayé de chercher dans différents hôpitaux dans les villages voisins, mais ça n'a pas marché. Le centre de soins est très loin pour nous. Il faut marcher pendant des heures. Parfois, votre état de santé est très mauvais. Et c'est encore pire en arrivant. La rue. Un endroit tellement pauvre que seuls des enfants sans ressources ont le courage d'y vivre. Sek Ouedraogo est originaire du Burkina Faso. Venu de la Côte d'Ivoire en 2011 avec ses amis dans l'espoir de trouver du travail à Bamako, il s'est retrouvé dans la rue, profession mendiant. Aujourd'hui, ses parents ne savent pas où il se trouve car son aventure malienne est devenue un cauchemar. Je n'ai pas d'endroit où aller depuis que je suis arrivé à Bamako. Je passe la nuit ici avec mes amis qui sont dans la même situation que moi. Souvent, on est réveillé par des jeunes qui nous menacent en nous faisant du mal si on ne leur donne pas notre argent. J'ai peur et ne sais plus quoi faire. Le petit Sek passe ses nuits blanches avec ses copains aux abords de trottoirs sans savoir ce qui lui réserve l'avenir. Phénomène inquiétant, la mendicité infantile est de plus en plus répandue en Afrique. Même s'il est difficile, selon des experts, de trouver des chiffres exacts du nombre d'enfants qui mendient sur le continent, une chose est certaine, selon ce sociologue, la mendicité est liée au facteur de sous-développement. La mendicité, je la situe à deux niveaux. Pour moi, effectivement, donc, il y a deux causes essentielles, cause économique et puis donc une cause culturelle. Alors, la cause économique, c'est fondamentalement dû à la pauvreté. Beaucoup ne travaillent pas, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour nourrir leurs enfants, les vêtir, les envoyer donc à l'école. Je crois que c'est ce qui constitue ce qu'on appelle donc la cause fondamentale, c'est-à-dire que donc la pauvreté. Je voudrais également donc profiter de là pour lever donc une équivoque parce que il semble que voilà, beaucoup pensent que donc c'est la religion. Beaucoup pensent que voilà donc c'est l'islam qui est donc à la base de ça. L'islam n'a rien à voir avec le fait que donc c'est-à-dire que donc leur maître reçoit beaucoup d'enfants, n'ayant donc pas suffisamment de moyens pour effectivement donc les nourrir. Il est obligé alors de les demander d'aller effectivement donc chercher quelque chose de plus pour qu'ils puissent effectivement donc faire face à ces difficultés-là. Quel sera donc l'avenir de ces millions d'enfants comme Sek? Exploités par des marabouts et d'autres personnes sans scrupules, la plupart s'exposent à la violence ou finissent délinquants, un autre danger pour la société. Comme d'autres enfants, Sek souhaite de tout cœur que les États mettent fin le plus rapidement possible au sort des enfants exploités pour qu'enfin eux aussi aient droit à un niveau de vie suffisant pour assurer leur santé et leur bien-être. Parmi nos meilleurs témoignages de l'année, nous avons retenu pour vous l'intervention de l'imam Abou Deifa dans notre émission islamique. Également l'intervention de Moussa Yessine Sidibé pour le lancement de Future Answers. C'était dans notre émission sur l'internet. Et aussi les propos de Lafouine, bien sûr, l'artiste Lafouine pour l'immigration et surtout les témoignages de certains expulsés de l'Europe et des États-Unis. Suivons cet élément. Le 13 janvier. Moi, je fais à peu près 12 ans aux États-Unis. Je suis un expulsé de France, après avoir passé 14 ans. J'ai refait 10 ans là-bas. J'étais en Italie, tout précisément à Milan. L'objectif, c'était vraiment pour donner une vie parce que dans notre famille, il n'y a pas un fonctionnaire. Et nous sommes tous des cultivateurs. Je suis parti du pays parce qu'il y avait trop de chômage. J'étais sans emploi depuis très longtemps. Les 3 premières années, je n'avais pas de travail. La 4e année, je commençais à avoir du travail. Je paye le loyer, je paye toutes les cotisations sociales. Et franchement, je n'avais pas de papier.
Moi, j'ai eu un accident à moto quand j'étais à Paris. Je me suis cassé le bras, ce qui m'a beaucoup fatigué pendant mon séjour. Et c'est à cause de ça que j'ai arrêté de travailler. J'étais travaillé avec les papiers de mon frère. Et j'ai laissé les papiers de mon frère, j'ai travaillé avec mon nom. Ils m'ont mis mes notes. Je dis quoi? Je dis non, monsieur Keita, vous avez un vol pour Bamako. Je dis non, c'est pas possible. Ils m'ont molleté. Ils m'ont fait le squat. Ton pied, ils m'ont collé comme un collier. Pour mon retour, j'ai été attaché et mis dans l'avion. Et c'est après le décollage de l'avion qu'on m'a détaché grâce à l'intervention de la chanteuse Nafi Diabati qui était assise à mes côtés. Ces jours, moi, j'avais pas un franc sur moi. Il y avait une dame qui était dans le même vol que moi. C'est elle qui m'a donné 20 € pour que je prenne un taxi pour venir. Après avoir passé 14 ans, je ne sais pas exactement où je devais aller. Moi, quand j'ai atterri à Bamako, c'est l'association malienne des expulsés qui m'a accueilli. Ils m'ont soigné et se sont bien occupés de moi. Sans eux, je serais mort aujourd'hui. Quand en France, tu vois l'argent, tout le monde l'aime dedans. Mais quand tu viens ici, ils savent que tu ne retournes pas, c'est fini. S'il plaît à Dieu et que j'ai encore de la chance là-bas, je vais y aller. Mais pas pour m'exiler, car ici reste ma patrie. J'ai plus l'intention. Moi, j'ai pas l'ambition de retourner aux États-Unis. Inch'Allah, il faut que je retourne. C'est dur la plupart du temps, c'est beaucoup de travail, de sacrifice et puis c'est dur, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur quand tu arrives et puis que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de papier, que tu tout simplement immigré ou clandestin, c'est un combat de tous les jours. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette situation-là. Mes parents quand ils sont venus, ils étaient dans cette situation-là. Et puis c'est une épreuve très dur à surmonter. Des fois, les gens viennent et puis s'imaginent que ça va être facile, mais ensuite sombrent dans l'alcool ou dans la drogue, ou dans les facilités. C'est dur, hein, c'est dur. Parce que l'on sait d'où l'on vient et que l'on a tant cherché. Future-Answers est une société d'informatique que nous avons créée à peu près il y a 4 ans avec un groupe de jeunes dynamiques indiens et africains qui se sont mis ensemble pour vraiment utiliser les compétences indiennes et ramener aux jeunes Africains une plateforme dynamique là où ils peuvent monter, utiliser et collaborer ensemble et trouver des solutions à nos problèmes de jour à jour. Il n'y a aucun outil que Facebook a que nous n'aurions pas. Mais au-delà de ça, nous rentrons dans un côté là où on veut faire un peu d'éducation sur notre site. Alors, nous avons des bibliothèques virtuelles. Sur notre site, chaque utilisateur a une bibliothèque virtuelle qui vient là où ils peuvent échanger des dossiers entre amis. Ils peuvent mettre des dossiers au public, au général. Et au-delà de ça, nous voulons mettre des cours sur l'Internet. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison pourquoi un cours qui est pris à Abidjan ne peut pas être vu au Mali. Il n'y a aucune raison. Avec l'Internet, nous devons couper les frontières. Nous devons pouvoir aller transnational. C'est ça la puissance et la force de l'Internet aujourd'hui. Bon, il y a plusieurs sortes d'outils. On a les outils conventionnels d'un réseau social qui sont les outils comme le chat, les emails, les blogs. Mais au-delà de ça, nous avons des outils là où les gens peuvent créer des groupes de collaboration et des groupes d'action. Dans ces groupes d'action, ils peuvent avoir des projets et nous leur donnons tous les outils pour pouvoir gérer leurs projets, avec des emails qui vont directement dans leur boîte, en leur rappelant ce qu'ils ont à faire. Alors c'est surtout, nous voulons pousser l'utilisation de l'Internet vers le côté intellectuel. Parce que la plupart de nous aujourd'hui allons vers les cybercafés et tout ça pour alors voir des photos, mais nous n'utilisons pas assez nos compétences intellectuelles pour vraiment apporter à la société. Mon avis, c'est que nous, jeunes Africains, pouvons se mettre ensemble et créer une plateforme qui peut vraiment nous trouver des solutions innovantes.
بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفتها في الغسق وفي إشراق. Beaucoup de jeunes malheureusement et beaucoup de femmes et beaucoup de personnes âgées, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs pensent qu'à partir du moment où tu t'investis dans la religion comme il se doit, tu n'as plus le droit de prendre du bon temps. Ici, sans dépasser bien sûr les limites autorisées en islam. Tu n'as plus le droit de t'amuser, tu n'as pas le droit de nager, tu n'as pas le droit de rigoler. C'est une erreur de croire ça parce qu'en islam, et les musulmans, et le musulman qui a bien compris cette religion, il remet chaque chose à sa place. Quand c'est l'heure d'apprendre sa religion, il apprend sa religion. Quand c'est l'heure de travailler, il travaille. Quand c'est l'heure de prier, il prie. Et quand c'est l'heure de prendre du bon temps, ici de façon licite, sans dépasser les limites autorisées en islam, il le fait. Et pendant que tu bronzes, pendant que tu t'amuses, pendant que tu nages, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est encore un message que je relance surtout aux jeunes qui malheureusement sont très loin de la religion et qui quelquefois, je sais, je parle par expérience, c'est quelque part une barrière pour eux. C'est-à-dire le fait de penser qu'on ne peut pas s'amuser tout en étant musulman et pratiquant. Et ils se disent, oui mais si je rentre dans la religion, il n'y aura plus de vacances. Si je m'investis dans la religion comme il se doit, je ne pourrai plus m'amuser, je ne pourrai plus rigoler, je ne pourrai plus nager, tout ceci tu peux le faire à partir du moment bien sûr où tu restes dans un cadre religieux, ici qui est conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, et ceci bien sûr bifahmi salafil umma as-sa'ada ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Le bonheur ayyuha al-ahibba fa wa rabbil Ka'ba, par le Seigneur de la Kaaba, il est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est agréée ici par Allah azza wa jal. Allah dit dans le Coran, inna ad-dina 'inda Allahi al-islam, alhamdulillahi alladhi ja'alana min al-muslimin wa lillahi al-hamd. Et nous on en profite pour aller nager. Masha'Allah. Barakallahu fina wa fikum. Assalamu alaykum. Al-ikhwa, nuhibbukum fillahi azza wa jal. Nuhibbukum fillah. إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى. Agoragis aussi des duplex avec nos correspondants à travers l'Afrique et un peu partout dans le monde, et aussi des spécialistes qui interviennent souvent dans nos émissions. Nous avons retenu pour vous quelques duplex que nous avons eu à faire durant l'année 2012. C'est parti. Quelle est la situation des enfants talibés au Niger? La mendicité des talibés est devenue au Niger une pratique coutumière, car les enfants sont obligés, dans la majeure partie des cas, de quitter leur famille pour aller vivre avec les marabouts en ville et apprendre le Saint-Coran. Or, les marabouts ne disposent pas toujours des moyens financiers nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Ils sont obligés d'envoyer ces enfants mendier. En Afrique centrale, il faut dire qu'il y a trois phénomènes d'enfants dont les enfants sont victimes. Il y a le premier phénomène qui est le phénomène que je trouve le phénomène les plus délicat, c'est en République démocratique du Congo, notamment à l'est de ce pays, où les enfants sont des victimes. Des victimes parce qu'ils sont intégrés de force dans des mouvements rebelles. Donc ces enfants sont aujourd'hui ce qu'on appelle dans le langage international les enfants soldats, dont l'âge varie entre 6 et 13 ans. Au Congo, Brazzaville par exemple, où la plupart des enfants de la rue sont les enfants issus des parents disparus pendant les événements dramatiques que ce pays a connus. Le troisième phénomène, c'est les enfants. Vous savez que Brazzaville et Kinshasa, c'est juste séparé un fleuve, et Kinshasa, c'est à peu près 6 à 7 millions d'habitants. Les enfants qui fuient la pauvreté, la misère dans ces mégapoles, traversent le fleuve et viennent gonfler le nombre des enfants de la rue à Brazzaville. Merci Ismaël d'être avec nous sur Africable Télévision. Alors dites-nous, comment est-ce que l'intégration africaine sévit au Gabon? C'est de l'autorité publique que le Gabon est présenté comme une terre d'accueil. Est-ce que c'est le cas dans les faits? Là est toute la question, et des malins qui pourront répondre à cette question. Alors nous sommes également en ligne avec Mamadou Dieye depuis le Sénégal. Mamadou Dieye, avec vous, peut-être nous allons nous intéresser beaucoup plus à la langue. Par exemple, le Wolof. Comment est-ce que les étrangers qui vivent au Sénégal s'en sortent avec le Wolof? C'est vrai qu'en fait, pour la langue, c'est pas du tout évident. Aujourd'hui, vous prenez l'exemple de n'importe quelle autre langue, vous
vous déplacez donc en fait dans un pays donné. Vous êtes là donc pour la première fois. Vous n'avez jamais parlé en fait cette langue, la langue du pays. C'est vrai qu'en fait au début c'est difficile. Le constat que nous avons ici au Sénégal, c'est qu'en fait les gens qui viennent d'autres pays, qui viennent au Sénégal, donc ils veulent coûte que coûte parler la langue Wolof, la langue locale, donc la langue la mieux parlée au Sénégal, c'est le Wolof bien sûr. Donc ils ont du mal donc à maîtriser, mais bon peut-être le constat est qu'en fait ils vont essayer donc de maîtriser certaines expressions, certains propos, certains mots qui leur permettent, par exemple, d'aller au marché, donc par exemple donc d'aller par exemple discuter avec des amis pour comprendre en fait bon quelques mots quoi, mais pas en fait toute la langue, ne pas maîtriser peut-être toute la langue parce que c'est pas évident. J'ai envie de leur dire que moi, une femme qui s'éclaircit la peau et dont les mains, les bras, les pieds sont abîmés, dont le corps est tacheté, parce que selon les peaux, on réagit plus ou moins bien, et en règle générale, on réagit mal à ce genre de traitement, parce que la peau est agressée. Les peaux des Noirs sont des peaux très fragiles, contrairement à ce que l'on peut croire. Notre mélanine nous protège du soleil, et lorsque sous nos latitudes, nous n'avons plus notre mélanine, eh bien, c'est extrêmement dangereux. Comme vous le savez, Agoraji n'est pas que dans le studio, mais c'est aussi sur le terrain. Souvent, nous faisons des micro-trottoirs et nous partons à la rencontre des jeunes sur le terrain pour qu'ils nous donnent leur point de vue sur les thèmes que nous abordons. Nous avons fait une compilation de certaines interventions des jeunes. C'est dans notre rubrique Bienvenue dans le ghetto, à suivre. Se vit de manière différente en fonction des pays d'abord, c'est ce qu'il faut signaler. Bon, précisément, moi je suis au Mali, je suis étudiant gabonais. Bon, l'intégration elle est bonne. Le fait que quand tu es au Mali, on se sent comme c'est chez soi quoi. Il n'y a pas de souci, mais c'est certain. Il y a certaines choses qui déplaisent et il y a d'autres qui plaisent aussi en même temps. Certaines fois, bon, on se retrouve avec des commerçants. Une fois qu'on ne parle pas bambara, ça, ils savent directement que nous ne sommes pas des nationaux et ils estiment que bon, on a peut-être plus d'argent que les autres et ils doublent les prix comme ça. L'intégration avant tout, c'est l'accueil d'abord et la solidarité, la sympathie. Et c'est que là, on a été bien accueillis ici. On comprend la jeunesse africaine partout, c'est de ne pas faire la différence. C'est ça ce qui nous intéresse quoi. Pour moi, l'intégration, bon, c'est déjà le fait que les gens puissent se côtoyer et tout ça. Mais à mon avis, je dirais que l'intégration aujourd'hui c'est plus un mot qu'autre chose. L'objectif premier c'est de faire passer un message, c'est de faire comprendre que les jeunes sont là, ils ont besoin qu'on leur prête attention et selon eux la meilleure manière c'est de faire des casses alors que non, c'est absolument pas ça. Je me dis que c'est parce qu'ils ne sont pas écoutés peut-être et ils n'ont pas confiance en eux et c'est ça qui leur pousse à vouloir lancer un message au public pour se faire entendre. La plupart des cas, on dit bon, on veut faire des manifestations pacifiques, des marches pacifiques, mais ça se résume en violence. Je pense que retenez que vraiment dans ces groupes de personnes, il y a toujours des individus mal intentionnés. Des intellectuels, des étudiants peuvent s'élever, bon, nous allons faire une marche pacifique, mais vous allez trouver que parmi ces étudiants, il y a des personnes mal intentionnées, il y a des gens qui ne sont pas étudiants, mais ils ont toujours besoin vraiment de certains mouvements pour pouvoir profiter. Il faut éviter de s'en prendre au bien public qui ne font que régresser le pays. Les manifestations pacifiques, les marches pacifiques sont le meilleur moyen de faire comprendre aux puissances, aux autorités que la population est là, que les jeunes sont là et que nous sommes consciencieux et que nous pouvons aller de l'avant sans passer par la violence. Parce que la violence n'apporte absolument rien de bon. J'ai fumé la cigarette plus probablement en 2001. J'ai commencé à fumer, mais je n'ai pas de raisons qui m'ont poussé à fumer. Mais à chaque fois, je me demande pourquoi fumer la cigarette. J'ai fini de manger, je me suis rassasié, je me sens bien dans mon corps. Là, vraiment, j'ai envie de fumer, quoi. Quand on va dans les shows comme ça, donc quand il y a les shows, il y a la bière, donc ça nous permet de fumer. Voilà, la bière seulement c'est tout. Ça nous permet de fumer et puis après il n'y a rien. La bière, comme tu es quelque part avec tes amis, tu as le droit t'amuser un peu et puis de fumer. Moi, j'ai commencé à fumer depuis au Cameroun. J'étais habité à les Maliens, ils m'ont envoyé des payer cigarettes. Bon, si je finis de fumer, là, ils me donnent un peu et puis je fume. Bon, jusqu'à j'ai commencé aussi à payer 1-1, j'ai commencé à fumer. Maintenant, ça fait 10 ans que j'ai fumé. Hein. J'ai laissé à fumer en 2011. Tu as vu, non? Avant, là, je n'étais pas comme ça. Hein. Comme j'ai laissé la cigarette, là, j'ai commencé à prendre le poids. Tu vois, non? La raison qui m'a poussé à prendre la cigarette, c'est parce que
Quand j'arrive, supposons dans des coins en Afrique ou bien en Côte d'Ivoire, tu vois, les odeurs qui puent là, ça n'arrange pas l'atmosphère. Sinon, moi, en tant que Rasta, la cigarette. En toute chose, le fait d'avoir des camarades fumeurs, vous voyez, et puis en plus la curiosité vous pousse à fumer, quoi. C'est comme ça que ça se passe. En fait, bon, souvent il me sent stressé, le stress, il y a un peu des pensées un peu bizarres là. Bon, je préfère mieux me retrouver ma cigarette, fumer tranquillement, ne pas écouter les mauvais consignes des autres, c'est comme ça. Voilà, comme il n'y a pas assez de camarades, mes amis, c'est comme ça. Bon, mon loisir, c'est ça quoi, un peu, j'enlève le stress, m'épanouir un peu, réfléchir, c'est comme ça. C'était au cours d'une soirée avec mes amis. Elles toutes étaient en train de fumer, donc j'étais là seule. Elles m'ont dit comme ça, bon, prends, faut essayer, comme on est au cours d'une fête, c'est l'ambiance, tout le monde est en train de fumer. Puis j'ai pris, puis j'ai commencé à fumer. Donc depuis cela, je n'ai plus jamais touché. Parce que ça m'a donné là tout ça là-dedans, j'ai vu le côté néfaste immédiatement. Donc je n'ai plus jamais voulu toucher. Peut-être ils sont confrontés à des activités quotidiennes qui leur empêchent à faire leurs prières à l'heure précise. Mais comme c'est un devoir à s'acquitter, s'ils le font le soir, peut-être Dieu va disposer les prières à sa manière. Nous, on ne parle de rien sur ça. Mais en tout cas, ici, il y a des places pour prier à la BU. Partout ici, quoi. Même au niveau des amphis, il y a des places pour prier. Donc, si les gens vraiment accumulent les prières pour rentrer à la maison de frère, peut-être il y a des raisons, quoi. Des fois, c'est dû à quelques contraintes qui nous opposent à... Je considère que c'est l'ordre divin qui est prioritaire, quoi, en quelque sorte. En fait, le bon Dieu, avant toute chose sur terre, normalement, on doit, faire nos dévotions, quoi. C'est prioritaire par rapport à tout ce qu'on peut faire sur terre. Donc si Allah, le bon Dieu, dit que c'est cette heure précise qu'il faut qu'on prie, je crois qu'il faut obligatoirement le faire. Moi, je le fais des fois. Ça dit que ça dépend des circonstances dont on se trouve. Mon mari dit que je suis trop noire, que je n'ai qu'à devenir un peu clair, c'est pour ça que j'ai acheté ça. En fait, souvent, c'est les hommes. Les hommes ont tendance à aimer les femmes qui sont claires que les femmes noires. Mais je préfère que tout le monde reste naturel, c'est important. Minanani muso jemaya tai. Bon, ibe adjati mine beniga choix de quoi. Dɔw bɛ muso finman fɛ, dɔw bɛ muso jɛman yɛrɛ fɛ, mais pour le moment muso jɛman yɛrɛ de bɛ cɛw attirer ka ɲɛ quoi, i m'a fɔ moi. Au-delà de toutes ces rubriques, Agouraji en 2012 a été surtout des débats contradictoires, de l'action, des conseils. Voici pour vous les meilleurs moments de Agouraji durant l'année 2012. C'est parti. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour lutter contre la cybercriminalité en Afrique? La cybercriminalité, comme l'a dit M. Diarra un peu plus tôt, les nouveaux outils seront un couteau à double tranchant. La cybercriminalité, pour que nous en préventions vraiment ici en Afrique, je pense qu'il faut que déjà au niveau de nos États, par exemple quand je prends l'exemple sur le Mali, maintenant pour le moment on est face à un vide juridique. Ça veut dire que sur ce plan il n'y a aucune réglementation, aucun cadre juridique pour lutter contre la cybercriminalité. Donc ça c'est le premier problème auquel il faut qu'on trouve une solution. Et ensuite, le second niveau, c'est de créer des instances de lutte contre la cybercriminalité. La cybercriminalité, c'est un terme juridique. Hein. C'est aussi l'atteinte au bien, mais aussi à la vie privée de personnes. Mais généralement, ceux qui font la cybercriminalité, ce sont ceux qui sont forts en informatique. C'est ceux qui savent manipuler. Ce n'est peut-être pas vous, ce n'est peut-être pas moi ou autres. Ceux qui mettent de vrais programmes en place, c'est eux. À partir du moment où il y en a qui sont mal intentionnés, c'est qui retournent tout de suite de l'autre côté. Non, je ne suis pas trop d'accord parce qu'en Côte d'Ivoire, je connais les cybercriminels qui ne sont même pas allés à l'école. Non, ça c'est le petit niveau. Mais je parle. Mais ils arrivent quand même à commettre des crimes. C'est-à-dire, pour eux, ils puissent arriver à là. Il faudra que quelqu'un mette déjà quelque chose sur Internet. Ils vont aller se renseigner, ils vont lire sur Internet. Je parle de sources, de base. Oui, généralement, eux, ils ne savent peut-être pas comment faire, mais ils vont aller sur Internet. Comment faire pour... Et puis, souvent, ce n'est pas des réseaux qui... Non, c'est des individualités, c'est des individus mal intentionnés. Non, quoi qu'il arrive, il ne faut pas quand même faire peur. Ouais. C'est-à-dire,
Et les TIC sont là, les gens vraiment l'utilisent et ça nous sert beaucoup. Il y a une femme qui a dit que elle est suivie par un dermatologue. Donc, Dr Faye, est-ce qu'on peut dire quelque part que les dermatologues sont complices de cette situation-là, dire que souvent ils conseillent aux femmes d'utiliser certains produits? Je n'en crois pas une seconde. Je n'en crois pas une seconde qu'un dermatologue puisse conseiller à quiconque que ce soit de se dépigmenter. Pour la preuve, il y a juste quelques jours, nous avons été approchés par une maison de communication qui souhaitait que nous parlions de la dépigmentation de façon à ce qu'ils mettent dans leur maquette de publicité. Mais notre réponse a été catégoriquement non. Et c'est là, d'ailleurs, plusieurs dermatologues, que ce soit du privé ou du public, ont été approchés par cette maison et tout le monde a dit non. Et ça, je me félicite de cela. Donc, pour vous dire encore une fois que je n'en connais pas de dermatologue qui puisse encourager la dépigmentation. Mais par contre, nous avons une attitude, c'est de ne pas offenser. Ça veut dire quoi? Nous avons bien en face des femmes qui se dépigmentent. Ce n'est pas à nous de les insulter ou de jeter l'opprobre sur ces dames-là parce que c'est des pigments. Mais nous, notre rôle, c'est de les sensibiliser. Si elle ne peut pas arrêter, mais de faire en sorte qu'ils puissent avoir le moins de complications possible. Là, je suis d'accord. Alors, M. Bouda, comment est perçue l'intégration africaine aujourd'hui, selon vous? Je prends l'exemple du Mali ou du Burkina que je connais très bien, que les immigrants ont une priorité dans la diversité. Et donc, des structures mises en place également par les communautés africaines sont en train de militer au quotidien pour la bonne réussite de l'intégration africaine. Et je peux parler de la CEDEAO, de l'UEMOA, qui est d'ailleurs très avancée. Vous allez remarquer avec moi la monnaie unique de l'UEMOA, avec la CEDEAO, le passeport CEDEAO qui ne prend pas en charge les visas, la libre circulation des personnes et des biens qui est actuellement en promotion. Donc on peut dire que la voie de l'intégration aujourd'hui est à saluer. D'accord. Oui. Ok, M. Doumbia. Oui. Moi, je dirais tout simplement l'intégration est très mal perçue au niveau du peuple. Mais au niveau des dirigeants, c'est très bien perçu à ce niveau. Oui, le problème se pose actuellement quand on parle de CEDEAO. Nous, aujourd'hui, les Maliens ne se sentent plus dans la CEDEAO, justement la CEDEAO, parce que c'est très mal perçu. Au jour d'aujourd'hui, nous avons des problèmes au Mali. Donc, les Maliens savent aujourd'hui la CEDEAO, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un instrument? Est-ce que le Mali fait partie de la CEDEAO? Oui ou pas? Ça, c'est la grande question. Même parce que l'UEMOA, je sais pas, l'Union africaine ne se sont pas tellement impliqués dans la crise. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'UEMOA, on ne parle pas de l'Union africaine. Mais si l'Union africaine aussi s'impliquait réellement dans la crise malienne, on allait dire aussi l'UEMOA ou l'Union africaine, vraiment, c'est pas la peine. Donc, le peuple a très mal. Aujourd'hui, le peuple perçoit très mal l'intégration africaine. Mais les dirigeants, ça va. Nous qui sommes partis à l'école, ça va un peu. Aujourd'hui, comment est-ce que on peut promouvoir la création d'entreprises chez les jeunes, selon vous? Tout à fait. Moi, je pense que il y a un problème fondamental qu'il faut signaler, c'est que beaucoup de jeunes n'ont pas la détermination nécessaire pour se lancer dans les activités. En fait, ils se lancent dans les business parce qu'ils n'ont pas trouver une autre voie, voilà, comme la fonction publique ou autre chose. Donc, ils n'ont pas le sens d'initiative, ils n'ont pas toute la détermination pour aller créer, innover, prendre des risques, parce que c'est cela entreprendre. Quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous acceptez de prendre des risques. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau, l'État a un effort important à jouer, promouvoir cet esprit d'entrepreneuriat chez les plus jeunes. Pourquoi pas envisager des formations à l'entrepreneuriat au lycée? Pourquoi pas? Bien sûr, qui est vraiment important. Tout à fait. Pour qu'on ait l'esprit, l'esprit d'entreprise, et aussi bien ficeler leurs projets, bien ficeler leur plan d'affaires. Parce que malheureusement, les jeunes viennent voir les banques avec des projets qui n'ont pas été bien ficelés, les données erronées.
Nous arrivons déjà à la fin de cette émission et au nom de toute l'équipe Agouraji, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour l'année 2013. Que cette année soit vraiment pour vous une année de réussite, une année de succès, bien sûr, de réalisation de tous vos projets et surtout que Dieu fasse que la paix revienne dans tous les pays où il y a des conflits en ce moment. Et bien sûr, au nom de toute mon équipe, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2013. Je ne peux pas finir cette émission sans pour autant remercier toute l'équipe qui m'aide de temps à autre tous les jours à réaliser et à préparer cette émission. Il s'agit bien sûr à la réalisation de Guy Malaké, assistante réalisation Awata Fili Touré. Nous avons au son Bourama Soumano et Mafa Touré, également Jonas Sagnon. Nous avons au script Adjarata Traoré, au montage nous avons Al Khalifa Touré, nous avons notre chef d'antenne. Il s'agit bien sûr de Kofi Arnaud et pour finir toute notre équipe rédactionnelle, il s'agit bien sûr de Sekou Tangara, de Kolsian Garsou ou encore de Abdoulaye Bari. Merci à vous tous de votre soutien. Inch'Allah, on se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro de Agouraji. Mais d'ici là, portez-vous bien et restez câblés sur Africable Télévision. Au revoir.